m'appelle Tikou Belem. Je suis professeur à l'Institut de recherche en mines et en environnement ici à l'UQAT. Et je suis aussi rattaché à l'unité de recherche et de services en technologie minérale. Donc on travaille essentiellement dans le domaine minier. Mon nom c'est Mamer Mbonimpa. Je suis professeur à l'Institut de recherche en mines et environnement à l'UQAT. Mon champ d'expertise, c'est la géotechnique appliquée à l'environnement minier. Et c'est dans ce cadre-là que je travaille sur le remblai minier en pâte cimentée. Mon nom est Mostafa Benzazoua, je suis docteur en géosciences et professeur titulaire ici à l'UQAT. Je suis à l'UQAT depuis 1996. Je m'appelle Amel, je suis étudiante en maîtrise en génie minéral. Je travaille sur la validation expérimentale d'un modèle préliminaire pour l'optimisation des recettes de Lyon. Je suis Jean-Frédéric Koupouli, étudiant à la maîtrise en génie minéral. Donc, je travaille sur le comportement mécanique des remblais sous terre. Le remblai minier, on peut le comparer un peu à la cuisine qu'on fait tous les jours. C'est que quand on fait la cuisine, on a besoin d'ingrédients et donc d'une recette. Donc le remblai minier, c'est comme donc de la cuisine. La recette est composée donc de 3 ingrédients principaux plutôt, donc l'eau pour mélanger, les résidus miniers qui sont déjà plus ou moins toxiques qu'on veut retourner sous terre et un agent de cimentation qu'on va ajouter qu'on appelle un liant hydraulique ou un ciment. Donc c'est essentiellement donc un mélange composé donc de résidus, d'eau et de ciment. Et on essaie toujours de trouver la bonne recette, c'est pour ça que j'ai fait l'allusion avec la cuisine, la bonne recette qui va fonctionner selon nos besoins pour l'exploitation minière. Lorsqu'on a trouvé la bonne recette qui correspond à ce qu'on veut, donc le but c'est de le retourner sous terre. Parce que quand on exploite la mine, on creuse un trou, on extrait le minerai qu'on retourne en surface. Mais ce faisant, on est obligé, une fois qu'on a broyé le minerai, qu'on a fractionné la matière et qu'il nous reste des particules fines, ils sont toxiques pour l'environnement. Donc le but c'est de les retourner sous terre. Et en les retournant sous terre, on élimine donc le risque de pollution environnementale. Mais en fait, on s'est dit, pourquoi ne pas faire une pierre deux coups? Plutôt que de le retourner simplement sous terre, comme un déchet, on va faire en sorte que ce soit un élément structural. Donc c'est pour ça qu'on ajoute du ciment pour le retourner dans le trou qu'on a creusé. Et de ce faisant, il va protéger les murs de ce qui n'a pas été encore enlevé. Et donc, ça va nous aider à enlever plus facilement le minerai qui reste. Donc, ce qu'on appelle une extraction complète donc, du minerai qui nous reste. Donc, ce remblai-là nous permet d'atteindre ces objectifs-là. Donc, un objectif environnemental et un objectif de productivité et de rendement. Donc, déjà, d'avoir la bonne recette qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Deuxièmement, être capable de transporter ce plat-là qu'on va préparer. Il ne suffit pas de faire, si le plat reste au niveau de la cuisine, personne ne le mangera. Donc il faut l'amener dans la salle à manger. Dans notre cas, nous, la salle à manger, c'est le sous-terre, dans le trou dans lequel on veut le mettre. Mais en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas aussi simple, puisqu'on le prépare en surface, il faut l'amener sous terre. Parfois, sous terre, ça veut dire 1 km, 2 km ou 3 km, comme actuellement dans la mine La Ronde. Et donc, une fois qu'on a essayé de régler ce problème-là, ensuite de ça, on va regarder la mise en place. Une fois qu'on l'a mis en place, est-ce que vraiment il respecte ce qu'on a pensé? Est-ce que si j'ouvre la face, il va tomber ou il ne va pas tomber? L'objectif principal du remblai, c'est de pouvoir supporter les chantiers sous terre et le critère principal qui est visé, c'est la résistance mécanique. Mais alors, de façon générale, plus un remblai minier en pâte cimentée contient peu d'eau, il va donner une grande résistance mécanique. Mais il faut trouver un équilibre donc, entre un matériau qui contient beaucoup d'eau et qui est difficile à transporter dans les pipelines et un matériau qui contient trop d'eau qui va être facile à transporter mais qui risque de ne pas donner la résistance visée. Donc on doit trouver un certain équilibre et c'est pourquoi donc la rhéologie est un paramètre donc, qui va être important pour pouvoir comprendre la transportabilité de ce remblai. Et il y a des paramètres simples qui peuvent être utilisés donc, pour regarder si la pâte de remblai va être transportable ou pas. Un des paramètres simples, c'est la consistance du remblai. Alors, la consistance, on va la déterminer de façon très simple à l'aide d'un essai qui est emprunté de la technologie du béton, qui est le slump test en anglais ou
l'essai d'affaissement au cône d'Abrahams du nom de son inventeur. On va utiliser donc le cône d'Abrahams. Ici, c'est un mini-cône qu'on utilise pour question de ne pas utiliser beaucoup de matériaux. Mais en général, le vrai cône, il est de dimension plus grande, à peu près 2 fois son mini-cône. On va donc remplir le cône tronqué à l'aide donc avec le remblai minier en pâte cimentée. En général, c'est un essai qui est standardisé où on précise donc le nombre de couches que l'on doit mettre et on essaie donc de compacter ou d'enlever certaines bulles d'air à l'aide donc de ces tiges métalliques. Une fois que le moule est rempli, on essaie donc d'égaliser la surface et on soulève simplement le moule et on regarde donc comment le remblai va s'étaler. Plus il contient beaucoup d'eau, plus il va s'étaler sur la plaque à la base. On va donc mesurer l'affaissement au cône, donc, qui est cette distance donc, entre la hauteur initiale de notre échantillon et la hauteur finale une fois qu'on a eu l'affaissement. Alors, cette mesure est très importante au niveau de l'industrie minière. À l'usine de remblai, on vise généralement un affaissement au cône entre 6 pouces et 8 pouces, donc en centimètres, entre 15 cm et 20 cm. Un remblai qui a donc un affaissement au cône d'au moins cette valeur-là est supposé pouvoir être transporté via les pipelines, soit par pompage ou par gravité, dépendamment donc de l'option qui a été décidée. Pour pouvoir déterminer les propriétés qui vont contrôler réellement l'écoulement, on peut procéder donc à l'aide d'essais rhéologiques. Alors, un des appareils qui peut être utilisé, c'est ce qu'on appelle un rhéomètre ou un viscosimètre rotationnel. C'est donc l'appareil que l'on voit ici. Alors, le principe, c'est de cisailler un matériau, c'est-à-dire donc le déformer à une certaine vitesse donnée et regarder la force qui est nécessaire donc pour pouvoir le déformer. Parce qu'on s'imagine que quand le matériau s'écoule dans les pipelines, c'est des déformations couche par couche et qu'on essaie donc comme de représenter dans notre machine ici. Alors, on peut utiliser différents types de géométrie pour faire ce cisaillement du matériau. Ici, le système qui est montré, c'est ce qu'on appelle donc le vein en anglais ou le croisillon. On met l'échantillon en volume donné d'échantillon dans ce petit contenant et donc on va le cisailler à l'aide de croisillons à une vitesse donnée et on regarde la force qui est nécessaire donc pour tourner le croisillon et à partir de cela donc on va déterminer ce qu'on appelle une courbe d'écoulement et une courbe de viscosité. Et ces deux courbes vont nous donner des paramètres clés qui vont donc être utilisés pour le calcul donc, des paramètres d'écoulement dans les pipelines. On est à mesure d'avoir quelques paramètres de base qui peuvent nous permettre d'estimer si le matériau va être transporté facilement, de déterminer la pression de pompage qu'il faut appliquer, donc de faire le design de la pompe nécessaire. Alors, dans la vraie vie, si on veut avoir donc des paramètres plus précis, il faut réaliser ce qu'on appelle un essai d'écoulement en boucle ou ce qu'on appelle en anglais le loop test. Alors, il s'agit d'un équipement un peu plus qu'on ne peut pas mettre dans un petit laboratoire. C'est plusieurs tuyauteries de boyaux qui sont connectés sur une certaine distance. Ça peut aller jusqu'à 200 mètres. Et à l'aide d'un système de pompage, on va y circuler le remblai. Et ce système de boyaux, on a installé sur ce système des senseurs qui vont mesurer les pressions à différentes distances et on va mesurer aussi le débit ou la vitesse à laquelle le matériau va s'écouler. Et avec ces paramètres mesurés, on est à mesure maintenant de faire une transposition pour dire, dans la vraie vie, à l'échelle réelle sur le terrain, c'est quoi maintenant la pression qui sera nécessaire pour pomper le matériau. Donc le loop test nous permet donc d'essayer de déterminer d'avance c'est quoi la pression qui sera nécessaire donc, pour le pompage et la transportabilité du remblai minier en pâte cimentée.
Au niveau de la recherche, mes travaux portent entre autres sur l'utilisation des adjuvants dans le remblai minier en pâte cimentée. L'objectif, c'est d'ajouter des produits chimiques qui vont agir sur donc, le liant qui est placé dans le remblai pour donc améliorer donc, la consistance et la transportabilité. Et ça peut aussi améliorer la résistance mécanique. Donc l'objectif, c'est vraiment de jouer sur la consistance du remblai sans pouvoir donc, et en même temps avoir une bonne résistance mécanique. Alors, les autres projets de recherche portent sur l'utilisation du remblai minier en pâte cimentée en climat nordique. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le remblai dans les zones tempérées comme ici en Abitibi, mais il n'y a jamais eu un chantier remblayé dans les zones nordiques, comme par exemple dans les mines qui s'ouvrent de plus en plus au nord du Québec. Et comme dans ces zones, la roche est constamment gelée, il faut donc trouver d'autres outils pour faire le design donc, du remblai, savoir la roche étant gelée, étant à une température autour de moins 10 degrés, moins 8 degrés Celsius, une fois en contact avec le remblai, est-ce qu'il pourra durcir normalement et donner la résistance à laquelle on s'attendait. Et donc, les aspects sur lesquels je travaille, c'est de regarder comment la chaleur, le froid des parois gérées va se transmettre à travers donc, la masse de remblai, parce que la température va influencer ce qu'on appelle la cure, donc le durcissement du matériau. Mais aussi, l'autre aspect sur lequel je travaille, c'est au niveau du transport, les pipelines qui sont à l'extérieur, où les températures peuvent atteindre moins 50 degrés Celsius. Comment faire pour que le remblai ne gèle pas à l'intérieur des pipelines et comment regarder pour faciliter le transport, comment ce froid-là va affecter les propriétés rhéologiques. L'opération minière va générer des rejets de toutes sortes. Entre autres, les plus importants, c'est les stériles de mine et les rejets de concentrateurs. Donc, les rejets qu'on va produire suite à la valorisation du minerai, donc quand on va extraire les métaux qui nous intéressent. Donc, on finit avec ces deux types de rejets, donc les stériles d'exploitation et les rejets de concentrateurs. L'idée que les opérations minières ont eu dans un premier temps, c'était d'utiliser ces matériaux pour le soutènement sous terre. Donc l'idée dans un premier temps, c'était d'utilisation de ces matériaux pour les buts de l'exploitation. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait aussi un intérêt de type environnemental, donc ce qui permettait de débarrasser les surfaces qui accueillaient donc, le stockage d'énormes quantités de rejets. Donc on les débarrassait d'une bonne quantité qui pouvait retourner sous terre. Donc en gros, c'est du matériel qu'on a extrait sous terre et qu'on va pouvoir retourner en partie, pas complètement, parce que c'est impossible de le retourner sous terre complètement. Le but principal étant le support de terrain, donc le critère le plus important quand on a commencé à pratiquer ou utiliser cette pratique de remblayage, c'était les propriétés mécaniques qu'on devait avoir sous terre. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que derrière ces propriétés mécaniques, il y a beaucoup de physico-chimie qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi un aspect environnemental parce que veut pas, on retourne sous terre un matériau qui contient encore des contaminants, donc on s'inquiète de relargage du contaminant sous terre. Et ensuite, on va s'intéresser à l'évolution de ces propriétés mécaniques dans le temps, en sachant que c'est un matériau qui va être évolutif dans le temps. Dans cette chaîne de remblai, je m'intéresse beaucoup à la partie préparation des remblais, donc c'est ce qu'on appelle formulation. Donc la formulation, c'est les ingrédients qu'on met ensemble pour nous donner une pâte qui va évoluer et acquérir les propriétés qu'on désire en bout de ligne. Donc on parle de recette, en gros, c'est comme une recette de cuisine, en sachant que pour avoir des propriétés mécaniques, on est obligé de mettre un liant, donc un ciment. Donc il y a un besoin d'utiliser du ciment. Ce ciment-là,
il ne va pas évoluer comme s'il était dans un béton ou un mortier qu'on utiliserait dans le génie civil, parce que on est dans un milieu qu'on va qualifier chimiquement parlant de très agressif. On va avoir des sulfates, beaucoup de sulfates, on va avoir beaucoup d'acidité. Et donc, le ciment, il est dans un contexte pour lequel il n'est pas optimisé au départ. Donc, à nous d'optimiser des formulations à base de ciment qui vont convenir à l'agressivité qui est, elle, due au procédé et à la chimie des résidus qui rentrent en ligne de compte. Donc le principal défi, c'est de comprendre les processus qui mènent au phénomène de cimentation qui, eux, assurent les performances mécaniques qu'on désire sous terre. Ensuite, il y a le volet environnemental, comme je le disais au début, qu'il ne faut pas négliger. Donc, même si on a les performances mécaniques, il faut que les performances environnementales soient là. Et donc, à ce moment-là, c'est gagné, c'est joué. Ça, c'est des résidus de remblai, là, si vous voulez. Regardez, résidus remblai, Gilles Barast. Donc, souvent, on va recevoir les résidus sous cette forme-là, donc à l'état filtré, donc encore humide, et on fait attention à ce que ses propriétés n'évoluent pas. Donc un résidu va être utilisé éminemment pour qu'il ne puisse pas être dénaturé et donc servir dans l'optimisation. Un des équipements qu'on va utiliser le plus parce qu'il va nous indiquer beaucoup de détails au niveau de la microstructure, mais aussi au niveau de la chimie et de la minéralogie, c'est le microscope électronique à balayage que vous voyez ici. Donc, en gros, ça nous permet de faire de l'imagerie à très haute résolution. Donc, on peut faire des grossissements qui vont nous permettre d'avoir le détail à l'échelle du micron, donc dans le matériau. Et par la suite, on va pouvoir analyser tout ce qu'on voit. Donc c'est un peu la force de ce microscope, donc qui est équipé d'une micro-analyse, comme vous le voyez ici, une micro-analyse X qui va nous permettre d'analyser et même cartographier chimiquement les composants. Là qu'on a vu les aspects de la transportabilité du remblai et qu'on a vu comment préparer une recette de ce remblai-là, y compris des autres aspects de valorisation des résidus issus donc, du broyage, donc du minerai qu'on a exploité. Maintenant, on va voir le dernier bout, qui est le troisième bout, qui est donc la mise en place. La mise en place du remblai, puisqu'il fallait savoir quelle résistance on voulait, faire la recette en fonction de ça et être capable de le transporter sous terre dans le trou qu'on a créé pour remplir ce remblai-là. Une fois qu'on l'a rempli, on appelle ça la mise en place. Donc, il y a d'autres aspects qu'il faut regarder pour être sûr que tout va bien et que le remblai va vraiment faire ce qu'on veut qu'il fasse, à savoir de soutenir le mur pour qu'on puisse exploiter l'autre restant de minerai. Donc moi, dans le cadre de mes recherches, justement, je travaille sur comment on va prédire, on est capable de prédire cette résistance mécanique-là à partir des études au laboratoire. Et donc on a des étudiants que je vais vous présenter tout à l'heure qui travaillent sur ces aspects-là. On essaie de regarder aussi dans le but d'augmenter la résistance de ce remblai-là. Est-ce que si on incorpore des granulats, des stériles rocheux dont mon collègue parlait tout à l'heure, mais qu'on les concasse pour les mettre dans le remblai, est-ce que ça va leur donner plus de résistance? On essaie aussi de voir, lorsqu'on le met en place dans le chantier, qu'est-ce qui fait que le remblai va rester adhéré à la paroi de la roche? On appelle ça l'interface entre le remblai et la roche. Donc je vais vous montrer un équipement ici qui nous permet d'aller chercher les propriétés dans ce sens-là. Et après, on ne voudrait pas que si on ouvre une face par dynamitage, que tout le remblai tombe dans le chantier. Donc on va avoir un équipement qui nous permet de déterminer c'est quoi la résistance au cisaillement. Donc la résistance du matériau de se casser lui-même et de s'écouler dans l'espace vide, là où travaillent les mineurs. Donc c'est ça qu'on ne veut pas et c'est ça qu'on va essayer de quantifier globalement. J'essaie de montrer comment on fait le cisaillement des remblais. Et là, on montre un exemple de bloc de remblai qu'on va essayer de cisailler avec la machine. On va essayer d'installer le remblai au sein
la cuvette. Ensuite, on va installer les... Après avoir installé le remblai dans la machine, on va lancer le logiciel pour ajuster l'équipement. Et à la suite de ça, on va lancer le logiciel qui va pousser une pression, une force, qui va cisailler carrément le remblai, qui va à la fin créer une rupture de ce bloc qui sera ainsi en réalité. Ça va juste appliquer une force qui va cisailler la machine, le remblai, probablement. Et à la fin, on aura 2 coupes. Ça nous permet d'avoir une résistance, de comprendre la résistance du remblai par rapport au cisaillement. Et à la fin, on a les résultats qui sont comme ça, en fait, au niveau de la machine. On ne va pas cisailler le bloc. Jusqu'à la fin, on a les résultats, l'angle de friction que la machine nous donne. Aussi, la cohésion à l'interface entre le remblai et la roche. Et on a aussi des corrélations qui sont assez importantes aussi pour valider les résultats qu'on a. Tout à l'heure, on a parlé de la résistance au cisaillement, qui est un des aspects des propriétés mécaniques du remblai dont on a besoin pour le design. Donc, après la préparation aussi des remblais, lorsqu'on fait l'optimisation, quand on veut savoir est-ce qu'on a bien optimisé ou pas, est-ce qu'on a atteint la recette qu'on voulait, ben, il faut qu'on ramène notre cuisine, donc nos éprouvettes qu'on a préparées, qu'on a mis dans des moules en plastique qu'on peut voir ici, il y a quelques moules ici. Ça, c'est les moules de petite taille, mais on a des moules de moyenne taille et on a des moules de grande taille. Dépendamment de la quantité de matière qu'on a, on va choisir un moule en fonction de la quantité de matière. Toujours est-il qu'on l'amène dans cette salle de préparation qui va être la salle des essais de cassage, donc les essais de compression, qu'on va comprimer l'échantillon jusqu'à sa rupture, on va mesurer la force qui a nécessité pour casser ces échantillons-là. Donc grâce à ça, on va comprendre, ah, on n'a pas atteint ce qu'ils nous ont demandé d'atteindre, donc on va encore changer de recette ou on va vérifier d'autres recettes pour être sûr qu'on atteint ce qu'on veut. Donc ça, c'est juste, c'est vraiment la salle de torture pour les éprouvettes de remblai. Donc aujourd'hui, on va faire un test de résistance en compression uniaxiale, ce qu'on appelle UCS, pour des éprouvettes qui ont été déjà curées après un temps de cure de 90 jours. Donc après avoir démoulé les éprouvettes, on va commencer le test. Mais on peut voir ici que l'échantillon est effectivement brisé, fissuré, brisé, il est en train de se fendiller. Et donc on va déterminer la valeur maximale qui correspond à cette rupture-là. Qui est presque, parce qu'on était à 45 max, là il est redescendu à 40, donc ça veut dire qu'il a vraiment atteint le pic, il est redescendu. Donc toujours dans ce cadre de la mise en place là, on a besoin aussi d'avoir une idée vraiment sur la résistance au cisaillement. Donc on peut l'avoir avec la machine de cisaillement direct que l'étudiant Ibrahima vous a présenté tout à l'heure, mais on peut aussi le faire avec un appareil qu'on appelle un appareil triaxial. Un appareil triaxial, ça veut dire 3 axes. Donc on va appliquer des forces selon 3 axes pour simuler un peu la réalité sur le terrain. On suppose qu'un matériau dans un chantier, il a son axe au-dessus de sa tête, il a un axe devant lui et un axe sur les côtés. Donc c'est un peu ces 3 axes-là qu'on va essayer de simuler. Donc ici, je vais vous présenter l'appareil triaxial. Donc comme vous le voyez ici, celui-là, ça représente un échantillon qu'on a pris sous terre. Donc c'est un cylindre, donc c'est la même dimension qui est dans l'appareil actuellement. Donc l'ayant pris sous terre, il n'est pas tout seul, il est entouré avec du remblai, donc qui exerce des forces sur lui. Donc c'est ce qu'on a essayé de représenter ici avec en mettant une pression de la cellule qui passe par là. Donc on simule un peu le terrain avec de l'eau qu'on le comprime avec de l'eau. Donc ça fait une contrainte radiale tout autour de l'échantillon, donc pour simuler un peu le remblai sous terre. Et puis par la suite, ce qu'on va faire, on va venir appliquer ici une charge verticale sur l'échantillon jusqu'à ce qu'il se rupture, jusqu'à la rupture.
Donc, c'est pour simuler à quelle pression maximale l'échantillon peut supporter. Comme on a vu à travers les différents exposés, le matériau remblai est un matériau extrêmement complexe. Donc son étude nécessite beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise de différentes personnes. Voilà pourquoi donc, on vous a fait voir un peu tous ces aspects-là. Donc en conclusion, je voudrais simplement vous dire que ça fait plus de 10 ou 15 ans que nous travaillons ici à l'UQAT sur le matériau remblai. Et en 10 ans, nous avons accumulé beaucoup de résultats que nous avons réussi à publier dans des revues internationales et des conférences internationales. Donc nos résultats sont accessibles et appliqués à tous les jours par les compagnies minières, ici au Canada et ailleurs, partout dans le monde. Et nous sommes référés, référencés, sollicités, consultés régulièrement par rapport à nos compétences. Donc l'UQAT a une plage de choix sur ce plan international de la recherche sur les remblais. Voilà, je vous remercie.